Merci de rejoindre A30 Télévision, voici le sommaire. La situation politique au Tchad au cœur du sommet de la CEEAC tenu à Kinshasa ce mardi, sommet au cours duquel Félix Tshisekedi a été désigné facilitateur au processus de transition au Tchad. La guerre au Nord Kivu coûte énormément au pays, c'est le ministre des Finances qui l'a fait savoir lors du briefing presse. Les détails dans un instant. On le sait, Kinshasa a été sous l'eau le lundi. La mauvaise gouvernance urbaine et une faible politique d'assainissement sont notamment la cause d'inondations dans la capitale congolaise, l'avis d'un urbaniste qui propose également des pistes de solutions. Vous suivrez aussi l'actualité à l'international avec la nomination de Rishi Sunak comme Premier ministre de la Grande-Bretagne. Il est d'origine indienne, première personne non blanche à être désignée à ce poste en Angleterre. C'est l'un des dossiers du zapping à suivre dans un instant. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Sauver le processus des transitions démocratiques au Tchad, voilà l'unique et seul sujet qui réunit depuis ce mardi 25 octobre à Kinshasa des chefs d'État des pays membres de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans son allocution en marge de l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de ces assises, le chef de l'État Félix Tshisekedi, président en exercice de la CEEAC, a appelé le pays membres de cette organisation sous-régionale à s'investir pour accompagner le Tchad dans ses efforts de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine après les événements tragiques survenus récemment en N'Djamena. Il a également souligné que la CEEAC et l'Union africaine avaient soutenu la première phase de la transition au Tchad et salué par la même occasion la tenue du dialogue national qui balise notamment l'organisation prochaine des élections pacifiques et crédibles dans un délai raisonnable au pays de Mahamat Idriss Déby. En marge de ces assises, le chef de l'État congolais a été désigné facilitateur au processus de transition au Tchad. Selon les résolutions lues par le ministre congolais de l'intégration régionale, des envoyés spéciaux ont été également désignés pour appuyer Félix Tshisekedi dans cette démarche. La situation au Tchad s'est envenimée après la prolongation de 2 ans de la transition que dirige Mahamat Idriss Déby. Plusieurs morts ont été enregistrés lors d'une manifestation le 20 octobre dernier. La CEEAC est composée de 11 pays membres, entre autres l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, le Sao Tomé et Principe, mais aussi le Tchad. Les sénateurs Alexis Tambwe-Mwamba étaient à nouveau devant ses collègues du Sénat pour répondre à leurs préoccupations concernant sa proposition de loi relative à la révision de la loi organique portant statut des magistrats. L'initiative porte notamment sur la modification de certaines dispositions concernant notamment l'injonction du ministre de la Justice sur le ministère public ou encore l'entrée dans la carrière des magistrats. Selon la proposition de Tambwe-Mwamba, tous les candidats magistrats retenus après concours seront d'abord nommés à titre provisoire par le président de la République avant d'être confirmés magistrats à titre définitif à l'issue d'une formation de 12 mois à l'INAFORGE, l'Institut national de formation judiciaire. La proposition n'a donc pas mission de réécrire l'ensemble du statut des magistrats. C'est ainsi que l'on ne peut y trouver des dispositions ayant trait aux primes et autres avantages à reconnaître aux magistrats. La proposition a été jugée recevable et envoyée à la commission PAJ pour examen approfondi. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont adopté 20 projets de ratification des ordonnances prises en exécution de la loi d'habilitation du gouvernement votée par les parlements avant la fin de la session de mars 2022. L'occasion a été ainsi pour les élus d'établir également sur la question de sécurité nationale. La loi de programmation doit permettre à l'armée de disposer de moyens
pour être efficace, pour défendre valablement notre pays. C'est ça la position de la représentation nationale. On doit tout faire pour renforcer les budgets alloués à l'armée, pour permettre à l'armée de remplir convenablement ses missions. Et le Sénat s'est attelé justement à offrir à l'armée les moyens dont elle a besoin. Parmi ces projets de loi ratifiés, la loi sur la programmation militaire 2022-2025. Ces initiatives examinées en seconde lecture attendent désormais leur promulgation par les chefs de l'État. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, s'est rendu lundi 24 octobre 2022 à la résidence privée de l'ancien président du Sénat, Léon Kengoa Dondo. Une rencontre à laquelle a assisté l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minago, qui entre dans le cadre de la courtoisie parlementaire, selon le président de la Chambre basse du Parlement. Il a été également question pour Christophe Mbosso de se ressourcer auprès de celui qui a pendant plusieurs années dirigé la Chambre des sages. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au patriarche Kengo, notre ancien président du Sénat. Je viens de temps en temps aussi me ressourcer auprès de lui pour discuter avec lui quelques problèmes qui concernent notre pays. Donc, c'est une bibliothèque pour nous. Je suis venu le voir, lui rendre visite de courtoisie et parler avec lui d'un certain nombre de problèmes qui concernent notre pays. La semaine dernière, les anciens présidents des deux chambres du Parlement, dont Léon Kengo, Aubin Minaku et Thomas Louaka, avaient rencontré l'actuel président du Sénat, Baïtilou Kwebo. Une démarche qui était dans le sens de plaider notamment pour la prise en compte de leur rémunération dans le budget 2023. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a réuni le lundi 24 octobre 2022 à l'hôtel du Fleuve les députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée de la Nation. Au menu, préparatif de l'examen du projet de budget 2023 à l'Assemblée nationale. La réduction du train de vue des institutions de la République, en commençant par la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat. La primature, y compris tous les ministères du gouvernement central, ont été parmi les points importants sur lesquels ont martelé les participants à la rencontre. Le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé aux députés nationaux qu'il y a eu une avancée significative dans ce projet du budget exercice 2023. Samalou Konde s'est félicité de l'augmentation du budget à la hauteur des 14 milliards de dollars américains pour l'année 2023. Mesdames et messieurs, lundi 24 octobre, Patrick Mouyaya a tenu un briefing hebdomadaire conjointement avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Lors de ses échanges avec la presse, le ministre de la Communication a condamné l'attitude des journalistes qui diffusent les informations de l'ennemi au moment où le pays se retrouve en situation de guerre, faisant allusion à l'agression rwandaise. Lorsqu'il s'agit d'une information qui requiert une vérification de plus, vous ne perdrez rien à attendre 1 heure ou 2 heures. Les buzz, je suis désolé, fait beaucoup de mal. Vous n'avez aucune idée de ce que les mauvaises informations peuvent avoir comme effet sur les troupes qui sont engagées sur le front pour la défense de la patrie. Sur la situation de Kwamouth, le ministre de la Communication est revenu également sur les révélations du cardinal Fridolin Ambongo après sa visite dans le Maïndombe. Le porte-parole du gouvernement a rassuré que les volets judiciaires sera pris en compte conformément aux instructions du président de la République, Félix Tshisekedi. Le président de la République ici avait recommandé au ministre de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne, de prendre des mesures pour s'assurer du retour de l'ordre public. La composante judiciaire, nous sommes soucieux de la construction d'un état de droit, ne restera pas des côtés. S'il y a des gens qui ont été cités par les populations locales, il y a un temps de la justice. Je ne suis pas
bien placé pour en parler, mais sachez que toutes les informations qui sont remontées aux autorités seront recoupées et traitées pour que ceux qui sont responsables de cette situation qui a occasionné la mort de plus de 180 innocents en répondent dans toute la rigueur. Lors de la conférence de presse la semaine dernière, le cardinal avait recommandé entre autres aux autorités compétentes de tirer au clair les rôles joués par les prénommés Kianfo-Odon et coordonnateur Willy dans la jeunesse et l'exacerbation du conflit communautaire Teke Yaka. Monsieur le ministre, voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci de nous rejoindre. Convié lors du briefing hebdomadaire du lundi 24 octobre, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a indiqué que les dépenses effectuées quotidiennement dans le volet sécuritaire coûtent énormément au trésor public. D'après ses membres du gouvernement Samalou Kondé, l'agression dans l'est de la RDC est comme la crise de l'Ukraine, ce qui fait que les dépenses dans ces secteurs soient multipliées 10 fois cette année. Lors de cet exercice de redevabilité, Nicolas Kazadi a soutenu qu'à ce jour, des millions de dollars ont déjà été décaissés en termes de financement du processus électoral. Nous avions déjà dépensé 345 millions, si je me souviens bien, auxquels vient de s'ajouter un montant de 68 millions de dollars. Donc faites le calcul, 345 plus 68, on est à 400 et quelques millions. Au moment où nous parlons, il ne reste qu'une seule échéance que j'ai reçue, d'environ 60 millions, qui concerne le mois de septembre, qui n'est pas encore payée, mais qui le sera. Et donc, nous avançons normalement. Le ministre national des Finances a annoncé également une innovation dans son secteur avec les régimes de déclaration d'impôts sur les personnes physiques. Et que... Des producteurs congolais vont prendre part au mois de novembre prochain au marché commercial africain prévu à Baltimore aux États-Unis d'Amérique. C'est dans le respect de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de promouvoir l'exportation des produits congolais et permettre la concurrence à l'international que l'Agence nationale pour la promotion des exportations ANAPEX en sigle va accompagner ce producteur. Pour la dernière ligne droite de cette mission, l'échantillon des produits Made in Congo sous différentes filières ont été présentés ce lundi 24 octobre au DG de l'ANAPEX ainsi qu'à la chargée des relations avec le public du chef de l'État Bibishka Bengele. Ce produit exporté dans le cadre de la loi AGOA ratifiée entre les États-Unis et la RDC répond en termes de qualité aux standards internationaux. Une réponse à l'appel lancé par le chef de l'État sur la revanche que devrait prendre le sol sur le sous-sol. L'ANAPEX, c'est l'outil de l'intelligence économique du niveau créé par le gouvernement selon la vision du chef de l'État pour accompagner nos producteurs et nos exportateurs. Il n'y a pas longtemps, avec nos producteurs, il y a eu une formation pour déjà qu'ils sachent comment étiqueter les produits, la transformation, pour que le produit puisse être concurrentiel au niveau de l'international. Et là, c'est vraiment l'aboutissement. Tout ce qui est exposé dans notre showroom, ce sont des produits prêts à être exportés, qui remplissent les normes internationales. Donc c'est vraiment la vitrine. On est en train de se préparer pour que le produit puisse vraiment être expédié. Cette exposition de Baltimore est un motif de satisfaction pour les producteurs. Ce programme ne fait exception de personne parce que nous sommes obligés de travailler tous ensemble. Nous avons comme la demande et une demande forte qui vient des États-Unis. Elle est vraiment importante. Et pour répondre à ça, nous devons être un. Et donc nous rassemblons tout le monde, nous avons appelé tout le monde sans exception, ceux qui produisent déjà, ceux qui ne produisent pas encore, ceux qui transforment déjà, ceux qui ne transforment pas encore, que tous les Congolais viennent pour répondre à cette demande. Les échantillons de produits seront exportés d'ici la fin de cette semaine, comme l'a expliqué le DG de l'ANAPEX. L'agence a été créée en mars 2020. Kinshasa a plongé sous l'eau lundi à la suite d'une forte pluie qui aura duré des heures. Des routes comme plusieurs quartiers inondés, des immondices, essentiellement des bouteilles jonchaient le sol. Une situation qui est due à une faible politique d'assainissement et la mauvaise gouvernance, a lâché l'urbaniste Fisto Ilanga. La ville ne doit pas s'auto-assainir. Ce sont les gens, c'est les autorités, la population qui s'occupent de l'assainissement rationnel d'une ville.
Kinshasa est faiblement assaini. Kinshasa, il y a dans des communes où on trouve absolument rien en termes d'infrastructures d'assainissement. Il y a des quartiers qui n'ont pas de caniveaux. Il y a un problème d'assainissement, il y a un problème d'urbanité de la part de la population, il y a un problème d'incivisme de la part des Kinois. D'autres pluies s'annoncent à l'horizon. Il est urgent pour les autorités urbaines de prendre des mesures, notamment de doter la ville des infrastructures d'assainissement. On doit arriver à entretenir la voirie de nos communes, c'est parce que même si on produisait les déchets, il faut les évacuer. Pour les évacuer, on doit avoir des routes praticables afin de les évacuer. Quand je parle de réseaux divers, je vois les caniveaux, ainsi de suite. On doit doter la ville des caniveaux. On doit doter la ville des infrastructures d'assainissement, des dépotoirs publics. Et on doit arriver au finish à valoriser nos déchets. L'urbaniste Ilanga n'a pas manqué d'appeler les Kinois à jouer aussi leur partition pour maintenir la ville salubre. Je demanderai aussi à la population de faire preuve de moralité, de faire preuve d'urbanité, de faire preuve de la culture urbaine, de faire preuve de la culture écologique. Parce que la ville nous impose certains comportements. J'avais dit ça au gouverneur de la ville de Kinshasa quand il avait lancé l'opération Kinbopeto. J'avais dit, Excellence, monsieur le gouverneur, le projet Kinbopeto est salvateur. Mais avant de lancer cela, je vous suggère de mener des campagnes de sensibilisation de la population, d'assainir d'abord les Kinois. C'est parce que ce sont des Kinois qui posent des actes néfastes vis-à-vis de l'environnement de Kinshasa. Si les Kinois sont transformés, si les Kinois sont assainis, ils vont commencer à poser des actes simples, des actes écologiques et responsables vis-à-vis de l'environnement. Et on ne va pas assister à la bidonvillisation de l'espace urbain. La question de l'assainissement est une affaire de tous. La population a aussi sa part de responsabilité. Après avoir participé à la conférence mondiale sur le politique culturel et les développements durables, Mondiaculte tenue du 28 au 30 septembre 2022 à Mexique, la ministre de Culture, Arts et Patrimoine Catherine Katungu, l'heure était à la restitution lors de cette rencontre organisée le lundi 24 octobre 2022 par l'UNESCO. Un forum qui a connu aussi la présence du représentant de l'UNESCO et du réseau de journalistes pour la culture et les développements durables, JCDD en sigle. Les trois intervenants sont ainsi revenus sur les grandes lignes et les points forts à retenir de ces rendez-vous internationaux à laquelle la recherche a pris part active. Les aspects culturels ne sont pas abordés. Et finalement, la culture, au lieu de constituer notre quotidien, finalement, nous n'en parlons pas et on est acculturé. Alors que ce seraient les journalistes qui nous aideraient vraiment à nous approprier de valeurs culturelles et à savoir vraiment les perpétuer et à savoir les conserver. Et donc c'est plus qu'important l'existence déjà de ces réseaux. Je profite pour dire merci à l'UNESCO qui accepte d'accompagner cette structure et qui a de la matière quand même à nous donner. Particulièrement au niveau de l'UNESCO, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ici parce que les journalistes jouent un rôle important dans le cadre de la culture. Mais je voudrais juste vous réitérer ici notre engagement au niveau de l'UNESCO de vous accompagner dans ce réseau de journalistes qui travaillent dans le cadre du secteur de la culture. Nous sommes prêts à vous accompagner. Cette journée a aussi été marquée par la présentation officielle du statut des réseaux de journalistes pour la culture et les développements durables, JCDD en sigle. Nous avons réussi à mettre en place ce réseau qui se nomme le réseau des journalistes pour la culture et les développements durables. Ce réseau veut mettre un accent sur la contribution de la culture à l'inclusion sociale, à la création des revenus et à la croissance économique, à la durabilité environnementale, surtout à la consolidation de la paix. Il s'y est de rappeler qu'appel a été lancé à la direction générale de l'UNESCO d'élaborer un plan avec des actions concrètes accompagnées d'un calendrier en vue d'accélérer la mise en œuvre de dispositions dans le cadre de la stratégie à moyen terme de l'organisation et de son programme en vue d'entretenir un dialogue effectif avec les États membres de l'UNESCO et les acteurs concernés, afin de pouvoir fournir des rapports périodiques.
la Renaissance du Congo et l'Athletic Club. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la journée du lundi 24 octobre n'a pas empêché la poursuite des rencontres de la 4e journée de la Vodacom Ligue 1. En première explication, au stade des Martyrs de la Pentecôte, le football club Renaissance du Congo a été accroché d'entrée par la Sékouya Sport. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre ces deux équipes de la capitale congolaise. Les Oranges ont pris l'avantage au Marquois grâce à Assis Mamboté à la 43e minute. Avant que Merle Capella permette à Kouya de revenir dans les matchs grâce à son coup franc somptueux à la 54e minute. Et pendant que la pluie a arrosé le gazon du stade des Martyrs, le Derrick Lamoté Mapembe, lui, de son côté, n'a pas eu assez de ressources pour prendre le dessus sur la jeunesse sportive de Kinshasa. Le club vert et noir de Kinshasa et son adversaire du jour se sont séparés sur un nul blanc des 0 buts partout. Comme quoi, Ricky Toulengue, Héritier Luvumbu ou encore Platini Pianamo Zizi n'ont pas suffi pour permettre aux Immaculés de s'imposer devant une équipe des JSK qui s'est montrée solide avec de bonnes intentions. Si DSMP et Renaissance du Congo ont débuté le championnat par des matchs nuls, l'AS Vita Club de Kinshasa, pour sa part, a choisi de faire une exception. Sur la plus petite note des marges, les Dauphins Noirs se sont imposés sur le score de 1-0. Sur l'une des occasions franches du match, Glody Kikwama Munjinga n'a pas hésité à envoyer les ballons au fond du filet. 1-0, on joue la 17e minute. Le dégagement raté de Maïmouna, l'occasion pour Vita Club de marquer le premier but. Et l'ouverture du score de Vita Club. Et c'est qui comme Mujinga. En seconde période, le club a multiplié des actions sans scorer. L'unique but inscrit en première mi-temps va tout de même sceller sa victoire. Au moins 11 personnes, pour la plupart 2 enfants, meurent et 6 blessés enregistrés dans un incendie d'une école pour aveugles en Ouganda, dans le village de Luga situé à 45 km à l'est de Kampala, la capitale ougandaise. L'incendie s'est déclaré vers 1h dans la nuit du lundi à mardi. La police, qui confirme les 11 décès, affirme également que les 6 personnes blessées sont en condition critique et admises à l'hôpital Erona de Kisoga, une ville voisine. L'école pour aveugles Salama, construite en 1999, accueille plusieurs dizaines d'élèves âgés de 6 à 25 ans. Les incendies dans les écoles en Ouganda sont fréquents depuis quelque temps. En novembre 2018, 11 écoliers avaient péri dans l'incendie de leur dortoir dans le sud du pays. En avril 2008, 18 écolières avaient trouvé la mort également dans l'incendie de leur dortoir dans une localité à une trentaine de kilomètres de la capitale. Il a 42 ans, c'est la personne qui fait la une au Royaume-Uni. Rishi Sunak devient le plus jeune premier ministre depuis plus de 200 ans et le premier à ne pas être blanc. D'origine indienne, sa famille est arrivée en Grande-Bretagne il y a 60 ans alors qu'elle était installée en Afrique de l'Est. Son père est né au Kenya et sa mère en Tanzanie. Sa carrière en politique est aussi scotchant. En seulement 5 ans, Rishi Sunak est passé de simple député à ministre des Finances. Pendant la pandémie, il a dépensé des milliards d'argent public utilement pour soutenir les gens et les entreprises en flot, devenant ainsi le membre le plus populaire du gouvernement. Rishi Sunak remplace Liz Truss qui a démissionné la semaine dernière pour non-respect de sa promesse phare et historique lors de la campagne, à savoir réduire les impôts. Football, en France, une nouvelle turbulence médiatique est à ce jour au cœur du Paris Saint-Germain et de son attaquant vedette Kylian Mbappé qui disposerait d'un contrat record de 630 millions d'euros bruts sur 3 ans après son prolongement des contrats au club. Une information fermement démentie par les clubs français qui s'inscrit en faux dénonçant du sensationnel. Selon ces informations, les champions de la Coupe 2018, après la signature de son contrat de 630 millions d'euros, toucheraient comme salaire 72 millions d'euros bruts pour chaque année de contrat, soit 6 millions d'euros bruts par mois, 2,7 millions nets après impôts. À cela s'ajoute une prime à la signature de 180 millions d'euros bruts, garantie et versable 3 fois, faisant de la superstar selon les magazines Forbes, les joueurs de foot les mieux payés au monde cette saison devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Fin du journal A30 Télévision, merci de l'avoir suivi, au revoir.